Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette deuxième journée où on va évidemment évoquer le sens de la tech qui est notre thème conducteur depuis ces 2 jours. Et pour en parler, je vais effectivement inviter 2 jeunes femmes. Ambre Dava, qui est docteur et ingénieure en traitement du signal. Bonjour Ambre, rejoignez-nous. Adélie Persos, consultante en santé. Et on l'a dit avec Christophe, installez-vous. Gilles Moreau, qui est directeur de l'innovation ouverte et du développement durable chez Vercor. Je rappelle que Benoît Leménian, qui est CEO de Vercor, est le parrain de l'édition, donc je suis très heureux, Gilles, de vous accueillir. Finalement, Vercor et Tech Fest cette année, on aura fait plein de choses ensemble et on va continuer. Alors pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'industrie du futur? Et cette table ronde est intitulée donc l'industrie du futur, ça vous dit quoi? On va parler avec 2 très très jeunes diplômés qui vont évidemment s'engager dans la vie active, mais je vais tout de même vous présenter non pas cette table ronde, mais pourquoi et comment nous l'avons préparée. C'est important. Elle a été préparée avec l'Académie des technologies, qui est notre partenaire de Tech Fest. Et nous accueillons donc ces 2 jeunes femmes qui sont issues de l'initiative L'Académie avec les jeunes. Et je tiens à remercier ici Brigitte Plateau pour son aide, qui, je pense, peut-être est dans le public. Brigitte, j'espère qu'elle a pu venir. Ah, bonjour Brigitte. Mais derrière le masque, j'avais du mal à vous reconnaître. Elle prend des précautions, c'est bien. Donc Brigitte, je pense que sans votre aide, ça n'aurait pas été possible. Encore une fois, merci à l'Académie des technologies. Je vois Manuel, je vois Bruno. Merci beaucoup, vous êtes là. Manuel, on se voit tout à l'heure au Studio TV. Vous n'oubliez pas notre rendez-vous. Je vous remercie. Donc Brigitte, directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, enseignante à Grenoble INP UGA. Et oui, grenobloise, tout comme Bruno d'ailleurs. Elle a présidé, je le rappelle, l'Institut grenoblois. Et quelques mots sur l'Académie des technologies, rapidement. Fondée il y a 25 ans, c'est une institution public qui compte 300 membres élus. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de l'Académie et à consulter le casting. Franchement, il est pas mal. Il fait envie. Et je crois que l'année prochaine, on aura encore plus de membres de l'Académie des technologies qui viendront sur Tech Fest. Alors l'Académie est placée sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et sous la protection du président de la République. Son but est d'éclairer la société sur le meilleur usage des technologies pour un progrès raisonné, choisi et partagé. L'Académie des technologies avec les jeunes, nous y venons. C'est donc une initiative pour co-construire un groupe de réflexion. Nos 2 invités ont participé à cette initiative ici. C'est assez simple, hein. On réunit des jeunes femmes sur un week-end et on crée des groupes de travail. Il y avait des hommes aussi, mais peu nombreux, hein. Mais ce n'étaient pas les meilleurs. Vous étiez bien meilleurs qu'eux, mais ils étaient pas mal non plus. Il y a un groupe de travail qui s'appelle le groupe GT3, Système industriel et technologie. Et bien évidemment, puisqu'on est dans cette thématique industrie du futur, ça vous dit quoi? Je vais vous poser une question très ouverte à laquelle il va falloir répondre de manière très synthétique. Ce n'est pas un examen, mais c'est une vraie question. Comment vous voyez l'avenir de l'industrie en France dans les prochaines décennies? Je vais commencer par vous, Ambre. Et finalement, quels sont les principaux changements que vous espérez dans cette industrie? Alors, pour moi, l'industrie va devoir faire face à de nombreux défis, notamment dans le domaine tout ce qui va concerner la question environnementale, notamment, des enjeux de souveraineté aussi, qui sont très importants à traiter aujourd'hui. Donc pour moi, c'est important de réussir à inventer de nouveaux modèles pour pouvoir faire face à ces défis et puis orienter l'industrie dans un sens du bien commun, en fait, avant tout. Est-ce que c'est ce que vous avez souhaité, vous, et en tout cas Adélie, porter, que vous portez encore aujourd'hui? C'est-à-dire, finalement, nous on parle du sens de la tech, mais pour faire court et un peu trivial, il faut qu'une boîte ait du sens aussi pour vous quand même. Oui, effectivement, je pense que la tech, elle doit avoir du sens. Et moi, le sens que j'aimerais lui donner dans le futur, c'est que j'aimerais que progrès technique rime avec sobriété. Pour 3 raisons, parce que déjà, je pense qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on est au pied d'un mur écologique et sociétal. Il faut qu'on, comme disait Ambre, qu'on réinvente notre relation au monde, notre relation aux autres. Ensuite, je pense que c'est désirable. Dans les travaux qu'on a fait avec l'Académie des technologies, il y a eu un consensus assez collectif sur le fait qu'on voulait un monde sobre, dans le sens où on a réfléchi à nos besoins et on a cherché à y répondre tout en respectant l'environnement. Et enfin, je pense que c'est quelque chose de réaliste et où il y a beaucoup d'enjeux techniques là-dessus. Alors Gilles, Vercor n'est pas votre première expérience, et si je reprends l'intitulé du poste, il correspond à peu près à ce qu'on a entendu. Directeur de l'innovation ouverte. Oui. Et vous y avez accolé
et du développement durable. Donc c'est indissociable pour vous. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas avec les autres. Donc l'innovation ouverte, c'est aller chercher des partenaires pour monter ensemble des projets. Et c'est vrai que la plupart des gens avec qui on essaye de travailler, c'est sur ces sujets-là, donc de développement durable. Nous, on a mis 4 choses dedans. On a mis le recyclage, on a mis la traçabilité, savoir d'où viennent nos matériaux, donc essayer de trouver des endroits où il y a le moins d'impact, le plus sobre possible. Et puis le contenu carbone, donc le 3e pilier, c'est plutôt le contenu carbone. Là aussi, on essaye d'avoir le contenu carbone évidemment le plus bas possible. Et le dernier, c'est plutôt l'humain. Donc là, je vous rejoins complètement sur l'aspect sens et puis l'aspect partage. Oui. On a créé dans ce cadre-là l'école de la batterie pour, dans l'écosystème, je imagine qu'on en reparlera, mais dans l'écosystème, travailler ensemble sur des sujets communs. Et là, en l'occurrence, les talents. Donc, c'est des choses qui ont du sens pour nous. Ouais. On rappelle en quelques mots Vercor, parce qu'évidemment on en parle beaucoup, mais on oublie de définir la mission, en tout cas industrielle, de Vercor. Oui, donc nous, notre but, c'est de fabriquer des batteries le plus sobre possible pour travailler sur les véhicules électriques et donc diminuer l'impact carbone du transport, de la mobilité et du transport particulier, par exemple. Alors Ambre et Adélie, dans ce que je comprends de ce que vous dites, et là il faut être assez direct, il ne faut pas vous gêner, on est entre nous. Vous êtes arrivé à un niveau de compétence, en tout cas un niveau d'études qui est assez élevé, même très élevé, et donc vous vous dites, je consacrerai ma carrière professionnelle à une entreprise qui correspond à mes valeurs, en tout cas celles que je vais défendre, donc vous considérez que votre job est aussi un engagement. C'est bien ça, j'ai bien compris, Ambre ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si l'entreprise ne coche pas toutes les cases, imaginons que Gilles vous reçoive, si l'entreprise ne coche pas toutes les cases, et je vous demanderai bien d'approcher le micro, vous êtes prête à attendre encore ? Oui, tout à fait. Et s'il y avait un élément rédhibitoire, ça serait lequel? Vous avez le choix, hein. Ça peut être la personne qui vous reçoit et qui ne vous revient pas. Ça peut être un critère, hein. Je n'aime pas du tout, donc j'y vais pas. J'imagine que vous vous renseignez sur la société à laquelle vous allez répondre ou à laquelle vous allez envoyer votre CV. C'est quoi? C'est ce qu'elle produit? C'est la manière dont elle gère ses équipes? C'est la façon dont elle travaille? C'est son histoire? Qu'est-ce qui vous retient le plus? Ne soyez pas timide, Ambre. Il y a beaucoup de critères rédhibitoires, en fait. J'ai du mal à en choisir un en particulier. Eh bien alors on va en faire 3, comme ça va vous faciliter. J'ai envie de dire, Rapprochez le micro. ça va être aussi les partenaires, je pense. C'est-à-dire que si je sais que l'entreprise collabore, je ne sais pas, avec d'autres entreprises que je considère comme étant nocives pour la planète, pour les autres, les personnes qui vivent dessus aussi. Donc ça peut être ça. Donc à la fois les impacts environnementaux, mais aussi potentiellement les implications politiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans le domaine de la tech de ce qui se passe aux États-Unis. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient problématique de travailler avec Meta, de travailler avec OpenAI, sachant les positions qu'ils prennent dans le cadre de l'administration Trump, par exemple. Donc ça peut être rédhibitoire, par exemple. Après, il y a aussi des cas d'entreprises qui vendent des armes, par exemple, à la Russie. Donc ça aussi, ça peut être un souci, par exemple. Donc, sans compter, bien sûr, tout le côté impact environnemental, ou la production de produits aussi qui, pour moi, n'ont pas de sens, qui sont des gadgets, qui sont de l'ordre du charlatanisme. On en a beaucoup aussi en IA aujourd'hui qui vont utiliser ce sigle pour vendre un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est une petite liste. Adélie, vous partagez? Vous avez les mêmes critères? Peut-être des nuances un peu, peut-être, non? Comment? Vous avez quelques nuances ou vous partagez ce que vient de dire Ambre? Je partage ce que dit Ambre. Après, peut-être pour rajouter quelque chose, personnellement, j'aurais envie de travailler dans une entreprise où les questions technologiques ont réinvesti le débat public, à la fois à l'intérieur de la gouvernance de l'entreprise, mais aussi j'ai envie que plus généralement dans la société, les questions de technologie réinvestissent le débat public et pas qu'on les laisse de côté comme un sujet qui serait pas noble à réfléchir. Parce que je pense que notre humanité est intrinsèquement liée à la technologie. On a évolué en même temps que la technologie. Par exemple, pour donner un exemple, il ne pourrait pas y avoir de mathématiques sans écriture. Donc c'est la technique qui nous donne le moyen d'avancer.
et en même temps, on l'a complètement exclu de nos débats de société. On fait comme si on n'avait pas la responsabilité de vers où on veut la mener, où est-ce qu'on veut se diriger avec la technologie. Et du coup, j'aimerais beaucoup travailler dans une structure où justement on réfléchit à ces questions et on se demande qu'est-ce qu'on a envie de faire collectivement et on n'y va pas sans réfléchir. Cette question du collectif, et je pose la question à Gilles, elle veut dire que dans le collectif, on a des rôles respectifs de l'État, des entreprises bien sûr, et des citoyens dans la réinvention de l'industrie, voire cette forme de régulation du progrès technique. C'est-à-dire qu'en fait, vous adhérez finalement à l'approche européenne qui consiste à dire, bon, les Américains dérégulent, les Chinois produisent, nous on régule, mais c'est parce qu'on a un objectif, et cet objectif, finalement, il fait la synthèse de ce qu'on vient d'entendre. C'est un peu ça, Gilles? Oui, et même pour répondre d'une autre manière à ta question, nous, le plus important, et c'est vraiment le choix qu'on avait fait quand on a créé Vercors, c'était l'impact. C'était choisir un domaine où on savait qu'on aurait beaucoup d'impact. Donc, je parlais tout à l'heure de la mobilité. C'est presque 30% des émissions d'effet de serre. Donc, oui. On savait qu'en partant sur travailler sur les véhicules électriques et entre guillemets combattre, enfin, c'est un bien grand mot, mais combattre les véhicules thermiques, ça allait nous permettre d'avoir un gros impact. Et donc, tu le posais un peu négativement, qu'est-ce qui vous bloque? Moi, j'ai envie de répondre d'une autre manière, qu'est-ce qui nous anime? Et donc, c'est l'impact. Et puis, le deuxième point, et ça, on en a beaucoup parlé avec Benoît au début. Bon, évidemment, dans la mise en place, c'est plus compliqué, mais notre but, c'était vraiment d'être dans l'industrie pour avoir de l'impact sur un domaine des énergies décarbonées, avoir un gros impact sur le CO2, et ensuite faire boule de neige, donc changer la manière de faire l'industrie et montrer que c'est possible et permettre à d'autres gens, dans d'autres sujets d'industrie, de faire la même chose. Et avec Vercors, avec ce qu'on a pu faire les 4 dernières années et demie, en embauchant 1000 personnes, en sécurisant plusieurs milliards pour nos usines, je pense qu'on a démontré que c'était possible. Maintenant, on va essayer de faire boule de neige. Alors, Ambré et Adélie, je suis volontairement provocateur parce que j'ai envie de comprendre. Évidemment, vous avez remarqué qu'on n'était pas de la même génération. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas les idées, ça veut dire qu'on n'est juste pas de la même génération. Dans ce que je perçois de ce que vous dites, il y a une nouvelle forme de militantisme, à mon sens. Et la frontière entre le militantisme, le vôtre, hein, qui est issu de votre culture et de la manière dont vous abordez l'avenir, et une forme de militantisme qui peut être un peu plus politique. Pour moi, la frontière, elle est très ténue. Est-ce que vous vous considérez comme militante l'une et l'autre? Emma, d'abord. Moi, c'est compliqué parce que j'ai une position à la fois... je donne des cours aussi puisque je suis doctorante à l'université. Et donc cette position militante, je ne peux pas l'avoir en cours, typiquement. Par contre, j'essaye de l'avoir dans les choix des travaux de recherche que je mène, dans mes prises de parole publiques aussi comme ça. Oui, quelque part, c'est du militantisme, mais... oui, voilà. Comme dit Gilles, c'est un militantisme positif, en fait. Vous essayez d'avoir un impact. Déjà, à votre niveau. Je pense que c'est le cas de tous les militants, en fait. Enfin, c'est rare d'avoir des militants qui... Enfin, si, ça arrive, mais... Oui, c'est... Je l'oppose au militantisme politique. Hein. C'est-à-dire, pour moi, votre militantisme, il consiste à dire « j'aimerais que l'industrie soit comme ça, j'aimerais que mon avenir soit comme ça, plus vertueux, donc je vais tout faire pour que les choses changent ». C'est votre état d'esprit aussi, Adélie? Je pense que en fait, toute action est militante. Oui, on peut porter des choses et croire en nos convictions, mais ne rien faire, c'est aussi faire un choix. Et c'est un choix, on est responsable de ce choix, on est responsable de rien faire. Il y a les autres, ils vont être inspirés par nos choix. Et rien que le fait d'inspirer notre entourage, c'est quelque chose de militant. Donc que vous fassiez rien ou que vous fassiez quelque chose, finalement, vous avez quand même inspiré votre cercle. Et est-ce que vous l'inspirez dans la direction qui vous convient ou non? C'est peut-être ça la question. Et Gilles, pardon, Emma voulait compléter, donc allez-y. Moi, si je veux compléter, je pense aussi que même pour les personnes qui choisissent finalement d'aller travailler pour des industries polluantes, je crois beaucoup au rôle des lanceurs d'alerte aussi. C'est-à-dire à un moment donné, des gens qui se disent non, là ça va au-delà de mes valeurs, je ne peux plus supporter, donc je vais essayer d'en parler autour de moi, je vais essayer... à mon niveau en tout cas, même si je ne peux pas bouger là où je suis parce qu'effectivement, je vais me faire dézinguer si je le fais, j'ai peut-être des enfants, enfin je ne peux pas perdre mon travail, mais d'essayer de contacter aussi des journalistes pour essayer de faire remonter des informations comme ça, ou des militants, ou quoi que ce soit. Gilles, est-ce qu'il y a eu un changement
dans la manière d'aborder le... C'est dommage de dire le marché du travail, mais le monde du travail, est-ce qu'aujourd'hui, pour recruter, il faut être bien aligné en amont avec les valeurs qu'on le voit maintenant, elles ont émergé, elles sont bien installées, celles qui concernent l'impact, celles qui concernent la façon de travailler et des relations avec les salariés. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu comme changement? Est-ce que ça a changé votre manière de recruter? Alors, moi, avant Vercors, j'étais pas tout à fait dans la même posture, donc je sais pas, mais je trouve qu'aujourd'hui, on l'entend avec Adélie et Ambre, c'est devenu super important. Et c'est vrai que nous, c'est la chance qu'on avait chez Vercors, c'est quelque chose qui nous emmenait déjà à la base d'avoir de l'impact, d'essayer d'être du changement positif. Oui. Du coup, on a facilement attiré, pu avoir des échanges avec tout notre écosystème, y compris les talents, mais aussi nos partenaires, pour essayer d'être sur cet impact positif. Donc, je sais pas j'ai du mal à me dire c'était pas comme ça avant, je me rends pas compte. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est hyper important dans notre démarche et je pense que c'est aussi un facteur clé de notre réussite jusque-là. Alors, dans ce groupe de travail de l'Académie des technologies avec les jeunes, est-ce que vous aviez tous le même avis ou pas? Ou est-ce que c'était... Parce que si on dit que l'Académie avec les jeunes regroupait que des jeunes comme vous qui avaient la même vision des choses, c'est peut-être pas forcément une vision... Alors, je continue à être provocateur, hein, c'est mon boulot. C'est peut-être pas une vision, c'est peut-être votre vision, c'est pas la vision globale. Dans le groupe, comment étaient les opinions à la fin? Partagées ou vous étiez tous dans une même dynamique? Ambre, allez-y, Ambre. Alors, je pense qu'effectivement, pour cette première édition, il y a peut-être le recrutement a été moins diversifié que ce qu'on aurait souhaité, parce que l'événement n'était pas trop connu. C'était aussi un thème vraiment centré sur les imaginaires pour le futur. Donc je pense qu'effectivement, il y avait une population qui était très consciente des problématiques environnementales, donc plutôt technocritique, on va dire, même que des grands technophiles, voilà, qui vont dire la technologie va nous sauver. J'invite effectivement, peut-être pour la prochaine édition, justement, est-ce que même des personnes qui des avis radicalement différents s'inscrivent justement à l'événement pour porter justement avoir une discussion beaucoup plus large. Mais il y avait quand même des discussions intéressantes avec, on n'était pas toujours d'accord dans la manière de faire. Merci, j'ai envie de dire. Heureusement. Mais effectivement, je pense qu'il y avait quand même peut-être des idées de fond sur lesquelles on était quand même d'accord à un moment donné. Adélie? Moi, j'ai été très étonnée de voir lors de cette session qu'en ayant recruté, en ayant rassemblé 50 jeunes qui ont un peu voué leurs premières années professionnelles à la technologie en créant des entreprises, en se dédiant à la recherche, que ces 50 jeunes, plutôt technophiles du coup, parce que scientifiques, on avait en fait un consensus partagé sur le fait qu'il fallait réguler la technique, réfléchir à quoi on s'en sert. Et j'ai été agréablement surprise du fait que cette idée de réguler la technologie soit partagée aussi largement parmi nous. Alors justement, c'est une question, et ce sera ma dernière question, mais je vais commencer par vous, Gilles. On voit bien qu'on attend... alors nous, on dit à Tech Fest, la tech ne sauvera pas le monde, mais le monde ne sera pas sauvé sans elle. Donc on a trouvé une manière de dire qu'on n'est ni techno-fan ou fil, ni technophobe. Est-ce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, ça va au-delà du moyen et que une des solutions, en tout cas, passe par un usage de la tech, fut-il raisonné? C'est sûr. C'est sûr. Nous, on en parle beaucoup avec nos clients. Aujourd'hui, on n'est pas exactement là où on veut sur la mobilité, mais c'est exactement le sujet. C'est exactement le sujet. Et peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant, nous, avec l'école de la batterie, on a eu la chance d'aller voir plein de jeunes, alors du collège jusqu'à des jeunes ingés et tout ça. Et je pense qu'on a une bonne vision maintenant de comment se passent les choix. Et donc, jusqu'à un certain point, il n'y a ni technophilie, ni technophobie. Il y a beaucoup l'influence des parents, il y a beaucoup l'influence des profs sur
qu'est-ce que tu devrais faire, l'étudiant, le jeune, ouais, qu'est-ce que tu devrais faire, qu'est-ce qui serait chouette. Je pense que là-dessus, l'industrie, elle a encore un gros travail à faire parce qu'aujourd'hui, l'image de l'industrie n'est pas encore tout à fait celle qu'on aimerait. L'industrie, ça permet d'avoir de l'impact. Moi, je me moque un peu des startups qui sont 12 avec des casquettes dans un bâtiment haussmannien et qui vont avoir finalement, qui vont faire une super plateforme SaaS, je ne sais pas exactement quoi, et qui va avoir moins d'impact qu'une usine, qui va créer des emplois, et qui va faire des objets les meilleurs pour l'environnement et pour la société possible. Et ça, aujourd'hui, c'est compliqué. Les profs et les parents vont plutôt envoyer leurs jeunes vers du logiciel. Tu auras un boulot plus facile que dans l'industrie. C'est de moins en moins vrai. C'est de plus en plus concurrencé par l'IA. Voilà. Et on a quand même besoin de physique. On ne s'en sortira pas sans des objets qui sortent d'usines et quand même dont les gens ont besoin. Aucune réticence envers l'industrie. De toute façon, il suffit que ça coche les bonnes cases, si j'ai bien compris. Emma? Oui, moi au Ambre, contraire, aujourd'hui je suis assez frustrée par justement tout le discours autour de l'innovation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui est fléché vers la high-tech, vers justement le fait de développer des trucs super innovants, alors qu'en fait, dans le domaine de la santé, parce que comme Adélie, je travaillais pas mal dans ce coin-là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des besoins de base, accès aux médicaments, accès au personnel médical, même à centre de secrétariat. Et en fait, on n'arrive pas à financer ces choses très basiques qui... et c'est très problématique, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on arrive à financer vraiment des innovations qui sont fléchées de rupture, mais peut-être pas des choses qui seraient au niveau de l'adaptation, de permettre aux équipes de s'emparer justement de technologies ou de mettre en place des choses qui existent déjà et donc on sait qu'elles fonctionnent. On est beaucoup sur l'économie de la promesse, on dit ça va révolutionner le monde, ça va sauver, alors qu'en fait il y a des choses qu'on connaît, plus simples qui doivent être mises en place. Ça tombe bien parce que je pense que si vous étiez resté pour la table ronde d'après, où on va accueillir Nicolas Dufourc et Isabelle Sistran, vous auriez pu lui dire, mais peut-être qu'il écoute d'ailleurs en coulisses. Adélie, vous aussi, pas de sujet avec l'industrie, d'accord avec ce que vient de dire Ambre sur le fléchage des moyens et sur la manière de faire une industrie qui reste sur les valeurs essentielles, mais qui soit avec, comment dirais-je, une action forte et raisonnée? Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas d'industrie, parce que tout ce qu'on a autour de nous, c'est issu de l'industrie, donc il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, la question, c'est, comme disait Ambre, comment on l'a fait évoluer, cette industrie, quels imaginaires on a, qu'est-ce qu'on désire pour le futur. Et tout ça, c'est entre nos mains et c'est à nous de prendre la responsabilité du futur qu'on va construire. Mais pour une dernière question, et Gilles ne me contredira pas, l'industrie, c'est plus Zola quand même. Elle a bien évolué, vous en avez conscience, et elle évoluera encore. Est-ce que finalement, la décarbonation, ce n'est pas une opportunité pour vous deux, mesdames, de vous dire que vous aurez de plus en plus de chances de bosser dans des industries propres et qui fait des choses qui ont du sens? Vous partagez ça? J'espère. C'est votre souhait? Votre vœu le plus cher? Adélie aussi? Oui, effectivement. Je pense qu'on commence à amorcer le chemin dans cette direction, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Et parfois, la contrainte aide à aller beaucoup plus vite. Et la contrainte, c'est l'urgence, bien évidemment. Merci Adélie Persaud, merci Ambre Dava et merci Gilles Moreau d'avoir passé cette demi-heure en notre compagnie. Et je vous propose d'accueillir maintenant Nicolas Dufourc et Isabelle Tisserand. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et passez une excellente journée sur Tech Fest. Alors si vous voyez beaucoup de jeunes, c'est normal. On les a fait venir exprès. On les a fait venir pour que vous puissiez les rencontrer et surtout pour qu'ils aient peut-être envie d'aller dans une bonne direction qui est celle de la tech. Bonne journée, à tout à l'heure. Merci.